Bonjour et bienvenue à notre capsule santé. Je suis le Dr Paris. Je me nomme Maude Baudouin, ergothérapeute. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sclérose latérale amyotrophique. La sclérose latérale amyotrophique est la maladie neurodégénérative la plus commune du système moteur. Elle va impliquer une dégénérescence des motoneurones. Avant de poursuivre, par contre, il serait important de définir certains concepts qui vont être nécessaires à la bonne compréhension de la maladie. Donc, tout d'abord, les neurones moteurs inférieurs font référence aux neurones moteurs se trouvant dans le tronc cérébral et dans la moelle épinière, et qui sont connectés directement aux muscles du dos et aux muscles bulbaires. Les neurones moteurs supérieurs, eux, font référence aux neurones moteurs qui prennent part dans la planification des actions motrices, en plus d'intégrer et de coordonner l'action des neurones se trouvant dans le gyrus précentral du cortex cérébral. Donc, la SLA affecte les neurones moteurs supérieurs, inférieurs, ainsi que le cortex cérébral frontal. Comme le neurones moteur inférieur ne fournit plus de stimulation aux muscles, il va avoir une atrophie musculaire qui va se produire rapidement. Donc, ça va être dû en fait à des changements dans la production de protéines au niveau des muscles. En temps normal, il y a une production de 400 protéines distinctes qui est faite dans les muscles. Et dans le cas de l'atrophie, il va y avoir en fait la production de 26 protéines qui va être diminuée et la production de 6 protéines qui va être augmentée. Dans le cas d'une lésion du neurone moteur supérieur, l'atrophie musculaire va se produire beaucoup plus rapidement. La sclérose latérale amyotrophique, ou la SLA, va affecter les fonctions motrices des individus. Habituellement, les fonctions sensitives et intellectuelles ne vont pas être atteintes. Donc, la personne va être pleinement consciente de la douleur et aussi de son état. Dans certains cas, il va pouvoir être associé à des troubles cognitifs. Puis, dans les cas plus sévères, ça va mener à une démence frontotemporale. La maladie commence par la présence de faiblesses, d'abord limitées à une certaine zone du corps. Avec le temps, les faiblesses vont devenir constantes, vont progresser, puis vont s'étendre à l'ensemble du corps. Habituellement, la mort va être causée par un arrêt respiratoire dû à l'atteinte des muscles respiratoires par la maladie. La maladie se trouve sous deux formes. Il y a d'abord la forme spinale qui est caractérisée par l'atteinte d'abord d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur et qui va être causée par la dégénérescence des neurones moteurs au niveau de la moelle épinière. Il va ensuite avoir la forme bulbaire qui va débuter par l'atteinte de la bouche, par la langue et le palais et qui va être causée par l'atteinte des neurones moteurs responsables du langage au niveau du cerveau. Donc, bien que les débuts des deux maladies soient différents, l'évolution va faire en sorte que les malades vont finir par être atteints des deux formes. Il est à mentionner que la maladie ne cause pas de douleur directe, mais engendre indirectement des douleurs aux articulations et aux muscles. Tel que mentionné précédemment, il s'agit d'une maladie dégénérative. Et puis comme ce sont les neurones moteurs qui sont atteints, on va observer une diminution des habiletés motrices des individus qui va évoluer avec la maladie. Pour la forme bulbaire, les débuts de la maladie se manifestent lors de l'alimentation et dans la parole. Des variations au niveau du ton, une diminution de la vitesse et des faiblesses au niveau de la voix peuvent également être observées. La personne aura également de la difficulté à mâcher et à déglutir. Certains patients peuvent également être aux prises avec une hypersalivation, alors que d'autres peuvent être aux prises avec une hyposalivation. Pour la forme spinale, la dégénérescence des neurones moteurs débute par un membre et s'étend à l'ensemble du corps. Par conséquent, les troubles se manifestent de manière asymétrique. Ces troubles prennent la forme de crampes, de spasmes, de réflexes de contraction ou de relâchement. La personne atteinte souffre donc de problèmes de coordination des mouvements et aussi de l'équilibre. L'atrophie des muscles et les problèmes de nutrition engendrent une perte importante de poids chez la personne qui perd sa masse graisseuse et musculaire. On observe aussi de la fatigue, des troubles du sommeil, de la constipation et des problèmes de circulation causés par le manque de mouvement du corps. La moitié des personnes affectées par la maladie seront également atteintes de rire ou de pleurs pathologiques, c'est-à-dire qu'ils vont rire ou pleurer sans raison et même si cela ne représente pas vraiment leurs émotions. Puis, comme mentionné précédemment, la progression de la maladie va aussi engendrer des troubles respiratoires dus à l'atrophie des muscles respiratoires. Dans bien des cas, ces troubles vont être aussi responsables du décès de la personne. La première hypothèse avancée pour expliquer la maladie est la présence d'un niveau trop élevé de glutamate dans la fente synaptique qui causerait la dégénérescence des neurones. En fait, le glutamate est un neurotransmetteur. À concentration trop élevée, le glutamate synaptique peut être neurotoxique. Donc, il va être très important de contrôler sa concentration extracellulaire. Habituellement, ce contrôle-là va être effectué par 5 transporteurs qui vont être présents au niveau de la membrane plasmique des cellules gliales et des neurones.
Il va s'agir en fait de 5 canaux sodium dépendants. Chez les patients atteints de SLA, on observe une diminution de l'activité des transporteurs du glutamate, principalement du transporteur GLT1. Un phénomène d'excitotoxicité est donc causé par l'augmentation de la concentration de glutamate et par l'incapacité des astrocytes à se débarrasser de la quantité excessive de glutamate. En effet, la hausse de sa concentration est toxique pour les cellules, ce qui les fait mourir. Mais en mourant, les cellules libèrent à leur tour du glutamate, ce qui amplifie la lésion. La SLA pourrait aussi être causée par un dérèglement au niveau d'un facteur de croissance, possiblement le facteur GNDF, par une réaction inflammatoire anormale causant la dégénérescence de mitochondries des neurones atteints, ainsi que par le déclenchement précoce et trop rapide de l'apoptose. Plusieurs tests permettent d'établir le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique. Le test de référence pour cette maladie est l'électroneurommyographie. Ce test permet de détecter s'il y a une perte neuronale en mesurant la quantité de potentiel d'unité motrice nécessaire à la contraction musculaire. Il détecte aussi la présence de fasciculation. Il permet entre autres de mesurer le potentiel d'action musculaire globale, la vitesse de conduction motrice, ainsi que la vitesse de la latence distale. Les autres maladies causant des symptômes similaires à la SLA peuvent être éliminées en faisant des tests sanguins. En effet, il est possible de vérifier le taux de vitamine B12, les protéines sériques, les anticorps pour la maladie de Lyme, ainsi que les anti-GMA. De plus, il est pertinent de vérifier le taux de créatine phosphokinase dans le sang, puisqu'il permet de déterminer si la maladie est d'origine musculaire. L'IRM peut procurer des images anatomiques qui permettent d'éliminer des lésions de la moelle épinière qui causent des symptômes semblables à ceux de la SLA. De plus, il est possible d'effectuer une biopsie neuromusculaire. Ce test n'est pas effectué de manière systématique. Toutefois, dans le cas où le diagnostic est plus difficile, il peut être pertinent. Chez une personne souffrant de SLA, nous pourrons observer une atrophie d'origine nerveuse. De plus, il y a aussi le test génétique qui peut être effectué pour vérifier s'il y a présence de la mutation SOD1, si la personne présente des antécédents familiaux. En ce qui a trait aux aides techniques, ils vont être fournis progressivement au fur et à mesure que la maladie prend d'ampleur. En effet, comme nous vous l'avons expliqué, la sclérose latérale amyotrophique est une maladie dégénérative, donc il va y avoir une perte progressive des capacités. Les aides techniques vont être fournies pour pallier aux pertes, tout en optimisant les capacités de la personne. Quand la personne est encore apte à la marche, il est possible de lui fournir une canne ou une marchette, tout dépendant de son niveau d'équilibre. Il est aussi possible d'avoir une progression de la canne vers la marchette. Si la personne a de la difficulté à se mettre debout, il est possible de lui fournir un fauteuil auto-souleveur qui lui permettra d'atteindre cette position. Une fois en position debout, il est assez facile pour elle d'effectuer ses déplacements. Une fois que la personne a atteint le stade où elle ne peut plus marcher, il est possible de lui fournir un fauteuil roulant manuel. Toutefois, le fauteuil roulant doit être déplacé à la des membres supérieurs, ce qui demande beaucoup de force. Il est donc possible aussi de fournir un fauteuil roulant motorisé qui est beaucoup plus facile à déplacer. Toutefois, il est possible que la personne atteigne le stade assez rapidement où elle ne peut plus déplacer de fauteuil par elle-même. On lui offre alors une base roulante qui doit être déplacée par un préposé. Cela implique que la personne est dans une période de dépendance totale, puisque non seulement elle est dans une base roulante, mais les transferts doivent être effectués à l'aide de lève-personne. L'approche clinique auprès d'une personne souffrant de sclérose latérale amyotrophique est multidisciplinaire. En effet, plusieurs professionnels de la santé sont impliqués, dont par exemple un neurologue, un médecin, un physiothérapeute, mais bien sûr une ergothérapeute. L'ergothérapeute est présente pour accompagner le client tout au long de l'évolution de sa maladie. Elle pourra maximiser son autonomie dans ses AVQ et ses AVD, donc ses activités de la vie domestique et quotidienne, ainsi que dans ses déplacements. Elle est aussi présente pour assurer le confort du client. En effet, le soulagement du client passe par les changements de position, qui vont être permis par les transferts de la chaise au lit, ainsi que par la base roulante, qui permet plusieurs changements de position. Le soulagement est aussi apporté par un bon positionnement au lit, qui va être procuré par un bon matelas thérapeutique
qui est choisi en fonction des besoins du client. Pour finir, il est difficile d'évaluer l'espérance de vie des personnes atteintes, bien que celles-ci ne vivent pas plus que quelques années après le diagnostic. Nous espérons vous avoir bien renseigné sur cette grave maladie, ainsi que sur le rôle de l'ergothérapeute dans les interventions des professionnels de la santé.